Alors, t'en penses quoi de l'épisode? C'est pas mal, mais tu t'énerves un peu quand même à la fin. Si peu. Bonjour tout le monde, on ne va pas perdre de temps, et pour le film dont je vais parler aujourd'hui, Dans la brume, on remonte tout de suite au début des années 2010. Le producteur Guillaume Colboc et le réalisateur Dominique Rocher ont le projet de faire un film catastrophe français. Projet au départ relativement modeste, jusqu'à ce qu'arrive le scénariste Guillaume Lement, un scénariste de plusieurs bons films de réalisateurs contemporains, film dont on reparlera sans doute un jour. Bref, Guillaume Lement pense que le film peut être ambitieux et populaire, et décide de le coproduire. Colboc et Lement réalisent un premier traitement avec l'aide de Jimmy Beamon et Mathieu Delosier pour pouvoir intéresser d'éventuelles personnes question financement, ce qui n'est pas évident vu le projet. Parce que oui, contrairement à ce que certains pourraient croire, un producteur ne finance pas forcément le film, déjà parce qu'il y a plusieurs types de producteurs, mais là je digresse. Guillaume Lement s'attelle ensuite à l'écriture du scénario, attaché surtout à la structure de l'histoire et aux personnages, plus qu'au dialogue et à l'action. Toujours accompagné de Jimmy Beamon et Mathieu Delosier à plusieurs reprises, travaillant tous trois ensemble dans la même pièce, même s'il remaniera le texte seul par la suite. Le scénario prêt, Guillaume Lement ayant ses contacts et ayant déjà travaillé avec TF1, il parvient à leur vendre le film, la chaîne met ses billes dans le projet. Pour une fois, on peut dire du bien de TF1, oui. Moi aussi, ça me fait bizarre. Mais faut leur reconnaître qu'alors qu'ils sont plus habitués à mettre de l'argent sur la table sur des grosses comédies à la qualité variable, ils ont eu le bon goût de parier sur un film de genre. Si vous ajoutez à ça que Nicolas Duval a rejoint le projet, et qu'il a à son actif avec sa compagnie Quad la production d'une tonne de succès, inclus un petit film pas très connu, ce sont finalement 11 270 000 €, soyons précis, qui sont alloués au budget du film. Dans la brume est donc un film à dimension fantastique avec une pointe d'anticipation qui se déroule à Paris. On suit principalement un couple et leur petite fille de 11 ans, atteinte du maladie incurable, qui doit vivre dans un caisson. On notera au passage la bonne idée de faire se dérouler le tout à Paris, déjà ça parle à tout le monde aux quatre coins de la planète, et pour être très pragmatique, ça rend aussi le film plus facile à vendre à l'international. Pas besoin de mise en situation comme dans un petit patelin où il faut plus contextualiser. Ajoutons à ça le fait que, même si le réalisateur est québécois, le fait que ce soit un film avec beaucoup de Français aux commandes nous évite le cliché d'avoir des Français avec des bérets s'entassant dans des deux chevaux comme dans les films américains, vous savez. C'est d'autant plus frappant quand les rues d'un endroit si reconnaissable commencent, après un séisme, à être envahies d'une brume toxique qui tue toute personne qui l'inhale. On assiste alors à la survie de la famille et de quelques autres habitants de leur immeuble. Armé de l'histoire, Nicolas Duval se met alors en recherche d'un réalisateur. Ayant vu les deux précédents films du réalisateur québécois Daniel Roby, il lui propose le poste. D'autres sont sur les rangs, mais selon Roby lui-même, il cherchait une touche nord-américaine pour un film de ce genre. Ayant reçu dès 2004 au Festival international de Toronto le prix du meilleur premier long-métrage canadien pour La Peau blanche, Daniel Roby est tout indiqué. Et de toute façon, vu que tout le monde fait déjà la comparaison avec The Mist, adapté de Stephen King, malgré les très nombreuses différences entre les deux films, pourquoi ne pas aller chercher des influences outre-Atlantique? Guillaume Lement en assumera certaines à l'écriture d'ailleurs. Une des premières questions sur le film est de savoir comment faire la brume. En effet pratique ou numérique? Il apparaît vite que si en intérieur elle peut et presque doit être réelle lorsque les comédiens interagissent avec, lors des scènes extérieures ce n'est évidemment pas la même paire de manches. Oui, il y aura véritablement de la brume sur les extérieurs plateaux, mais traitée ensuite à la post-production, mais dans les vrais extérieurs, on les imagine mal bloquer quelques rues pour y mettre autant de brume, tant pour les autorisations que pour les riverains, le budget et le vent qui peut s'en mêler à tout moment. La brume dans la rue sera donc numérique, mais beaucoup de rues en elles-mêmes seront recréées en studio, pourtant visibles assez peu de temps dans le film. Démarre un travail colossal pour recréer la rue Saulnier dans le 9e arrondissement, plus de 350 mètres de façade dans un hangar de Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val d'Oise, avec un mot d'ordre dans tout ça, le réalisme. Il faut croire à ces décors. Décors pourtant parfois encore étendus par ordinateur. Bon, heureusement la brume ça a aussi un côté pratique, ça recouvre beaucoup de choses, donc ça rend certains plans plus simples à faire. Mais au décor de la rue, il faut aussi compter avec la construction d'un balcon et d'un toit. Commence alors des repérages pour tourner dans un immeuble où pourrait se dérouler l'action, nécessitant 3 appartements. Mais ce n'est pas chose évidente et si certaines scènes dans les escaliers seront tournées dans un véritable immeuble, ils seront également reproduits en studio et les intérieurs des appartements en eux-mêmes seront donc également tournés en studio. Sera évoquée la possibilité de les construire à l'étranger, mais ce seront finalement les studios de Brie qui accueilleront les décors des appartements. En réalité, un seul appartement, modifié selon les scènes, questions meubles et accessoires. Habile. Seule la chambre de la petite Sarah sera sur un autre plateau. Le question de Sarah, appelée la bulle, est lui aussi un vrai challenge. Il faut totalement créer le design de cette bulle en partant de zéro. Il fallait que tout soit étudié pour qu'on puisse croire qu'un humain puisse vivre dedans. L'oxygène, la lumière, les commodités, l'autonomie, comme si un labo l'avait véritablement conçu. Et concrètement, elle doit être fonctionnelle. Or, une fois designée, le planning est terriblement serré pour sa construction. L'équipe compte certes 25 personnes, mais elle ne dispose que de 10 jours pour relever le défi, et elle y parvient.
En fin d'année 2016, on apprend que le couple principal sera joué par Romain Duris et Olga Kurylenko. On retrouve aussi un couple de personnes âgées joué par Anna Gaylor et Michel Robin qui nous a malheureusement quitté l'an dernier, un comédien pour lequel j'ai une certaine affection, que j'ai d'ailleurs eu la chance de voir sur scène il y a une vingtaine d'années, et que vous avez forcément vu dans des trucs car il a une belle carrière de second rôle. Je suis le père de la mariée. Vous, monsieur le rabbin? Le film est tourné à l'hiver et au printemps 2017. Son récit pourrait tourner autour de la catastrophe de la population parisienne. La scène où la brume surgit et où la population panique quand tout part en vrille est d'une certaine maestria et embarque d'emblée le spectateur. Mais bien vite, on en revient à une sphère plus intimiste, proche du huis clos, mais qui ne reste jamais figée. Car la panne d'électricité qui résulte du séisme qui fait remonter la brume condamne Sarah à court terme. Sa bulle a bien sûr une autonomie dans ce cas, mais limitée, une épée de Damoclès qui donne son intérêt et son message au film. Les comédiens font de leur mieux dans un film laissant la part belle aux personnages. Ce n'est clairement pas le genre de film où on sent qu'on a mis de la conversation pour patienter avant la prochaine scène d'action, quoi. Romain Duris a un jeu viscéral, représentant l'homme qui ne veut pas perdre espoir, mais plutôt avancer. Face au personnage d'Olga Kurylenko, impétueuse mais plus désabusée également. Dès qu'il s'agit en tout cas de tout faire pour sauver leur fille, on sent l'implication des comédiens, on sent qu'ils peuvent tout donner. La jeune Fantine Ardouin qui joue Sarah est en contact avec d'autres enfants dans sa situation, à qui elle parle par Skype. Elle-même est plutôt bonne dans son jeu, les autres sont corrects. Et nous avons aussi une troisième génération, donc avec Lucien et Colette, qui représentent la sagesse de l'âge, parfait dans leur jeu, et qui nous servent une des plus belles scènes du film. Visuellement ça en jette quand même, la composition des plans est vraiment travaillée, raconte beaucoup et non mais regardez ça, c'est pleinement convaincant, et c'est des baganiers avec un budget certes convenable, mais pas colossal. Je veux dire, c'est pas Besson et EuropaCorp quoi. Allez, pour être totalement honnête, peut-être le seul plan qui sent un peu le décor, qui fait un poil fake, c'est là. En dehors de ça, et encore que même la Spinaille, rien à redire. Ces séquences extérieures, ce qui peut frapper aussi, pour celles non accompagnées de musique, c'est... Oui, le calme, le silence, une absence de vie totale dans Paris, ce qui donne un côté paisible et très menaçant à la fois. Et en fait, dès que les personnages sortent de l'appartement surplombant la brume, la tension est permanente. Tout peut basculer. Cela dit, comme je l'évoquais, les passages extérieurs sont principalement ceux où il y a le plus de musique pour accompagner. Reste que l'immersion quand ils sont dans la brume est remarquable, le moindre accroc pouvant les tuer d'un instant à l'autre. Comme fréquemment dans ces films, bien que, par choix selon scénariste, ce ne soit pas ici le côté le plus exposé, les autres êtres humains sont également un danger, chacun pour sa peau, ces situations étant de bons révélateurs de la nature humaine. Comme les interprètes sont bons et que les séquences où ils mettent leur vie en danger sont prenantes, on ne se sent pas détaché, c'est ce qu'il convenait de ne pas rater. Et si vous ajoutez à ça le travail sur la lumière, vraiment, chapeau Émile quoi. Et puis, le rythme est bon aussi. Le film parvient à y aller plus doucement pour prendre le temps de nous faire ressentir des choses et prendre son temps quand il le faut, et pourtant, le montage servira à garder un rythme assez soutenu. Pas en termes de « on fait des coupes toutes les 2 secondes », non, au contraire, les plans sont assez longs. Mais l'intrigue rebondit car il y a sans arrêt une péripétie, un imprévu, un problème qui s'ajoute au précédent, pas nécessairement prévisible et dans tous les cas, logique et crédible. Le résultat final est resserré, le film dure 1h29. On aurait pu diluer l'intérêt du film en se perdant sous intrigue, mais finalement le tout va droit au but, livrant un bon survival avec de la tension. Le fait que l'influence américaine soit modérée fait qu'on est loin du formatage frileux de leur film. Après, n'y a-t-il pour autant aucune faiblesse? Eh bien chipotons. Est-ce le jeu? Est-ce l'écriture? Quelques répliques peuvent sonner un peu faux. On a aussi ces plans où Mathieu voit sa fille courir au ralenti dans les champs. Pas de soucis sur le fond, thématiquement c'est cohérent, mais dans la forme ça fait kitsch. Et... alors, il y a un défaut que j'ai lu ici et là de la part de certaines personnes, mais je ne suis pas forcément d'accord. Si vous ne voulez pas trop en savoir, je vous conseille de revenir après la zone spoiler. Je vous laisse quelques secondes du vieux Gilles qui danse pour vous décider. Je danse et Il n'y aura pas d'explication sur l'origine de cette brume. On garde le mystère là-dessus. On pourra être déçu, et je ne peux pas le reprocher à ceux qui auraient voulu une explication, mais l'ambiguïté vaut parfois mieux qu'une explication trop franche et souvent décevante. N'est-ce pas, Disney? Exemple parmi d'autres. On ne sait pas pourquoi les oiseaux attaquent dans le livre ou dans le film d'Hitchcock du même nom. Mais ça ne l'empêche pas d'être excellent. Concernant le message du film, alors oui, il y a des relents écologiques. Je parlais des raisons d'ailleurs de placer le film à Paris. Le fait que ce soit une ville notablement polluée et que ça puisse servir d'avertissement n'est sans doute pas étranger à cela non plus. Mais un des messages du film est également le renouveau. L'ancienne génération, qui malgré son désir de protéger la nouvelle, sinon de la surprotéger, doit constater en fait n'être pas aussi bien armée qu'eux face à ce futur. Si les plus anciens montrent une certaine acceptation de ça, ce n'est pas le cas des adultes d'âge moyen. Symboliquement, c'est comme si la nature avait donné cette pathologie aux enfants pour qu'ils soient apprivoisés à ce monde nouveau.
Et en tout cas, non, la fin n'est pas amenée comme un cheveu sur la soupe, ni bâclée comme on a pu le lire ça et là. Tout l'a préparé depuis le début, y compris certaines répliques ou détails qui semblaient anodins. Au final, le film sorti en avril 2018 est un immense succès au box-office, les gens ayant remarqué qu'on pouvait en France faire un film de genre ambitieux qui, je déconne! Le film a fait 256 000 entrées. Moi-même, j'ai voulu le voir et je n'ai pas vu. Alors, même si c'est surtout car ça a été retiré des salles plus vite que prévu, je ne vais pas le reprocher aux gens. Oh putain, mais se foutent de moi! Ah, ben oui! Forcément! Oui, le cinéma français c'est de la merde, hein. Le problème c'est absolument pas que les gens vont pas voir les projets intéressants et qu'on se focalise sur les mauvais films bien marketés. Bien sûr que non! Oh, mais pensez! Pourquoi aller voir Dans la brume? Puisqu'il y avait Taxi 5! Pardon. Mais c'est aussi pour ce genre de choses que je fais cette émission. Et contrairement à d'autres projets intéressants, mais à la diffusion insuffisante, le film est monté jusqu'au chiffre plutôt pas mal de 226 salles. Donc il n'y a même pas l'excuse de certains films qui ne sont montrés que dans quelques dizaines de salles. Une chose dont étaient conscients les producteurs dès le début était qu'ils pourraient néanmoins se rattraper à l'international en cas de score médiocre en France, ce qui n'est pas forcément le cas de certains de nos films populaires qui ne trouvent pas beaucoup d'écho ailleurs. Et parfois, difficile de les blâmer. Et effectivement, en comptant l'international, il flirtera avec le million d'entrées. Pas assez pour être rentable juste au cinéma, cela dit. Peut-être pour cette raison, TF1 n'a pas pris le risque d'une première diffusion en prime sur leur chaîne, mais sur une autre chaîne de leur groupe, TMC, et il a fait une audience plutôt bonne, mais il a quand même fini derrière une 600e rediffusion d'Astérix chez les Bretons. Mais ne soyons pas mauvaise langue, depuis, en décembre 2020 en l'occurrence, TF1 l'a diffusé. À 4h15 du matin. Mais donc, je l'ai déjà dit, le film n'est pas parfait, mais par pitié, donnez tort aux gens qui pensent qu'on ne produit rien d'intéressant, et allez plus voir ce genre de film. S'il vous plaît, soutenez ce genre de projet. Yes! J'ai réussi à faire la vidéo sans faire une blague référence à Dans la brume électrique. Ah merde, coupé!